C'était le 11 janvier 2019. Gigi Wu a débuté une randonnée de 2 semaines à travers le parc national de Yushan, au centre de Taïwan. Cette icône des médias sociaux était loin de se douter que ce serait son dernier voyage horrifiant. Après s'être rendue sur le lieu en utilisant 3 trains et un bus, elle a passé une nuit dans un hôtel économique prisé par les randonneurs. Au lieu de l'équipement de sécurité habituel que les randonneurs emportent généralement, le sac de Gigi contenait son matériel photo ainsi qu'une variété de nourriture pour la soutenir pendant son aventure. Gigi prévoyait de commencer par le sentier historique de Batanguan, un chemin familier, mais elle ignorait ce qui l'attendait durant son périple de 2 semaines. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger dans certains des désastres les plus controversés et horrifiants qui sont arrivés à 4 femmes différentes lors de randonnées en solo. Que s'est-il exactement passé pour ces randonneuses expérimentées? Ces histoires tragiques auraient-elles eu des fins différentes si elles n'étaient pas seules? Comme toujours, la discrétion des spectateurs est conseillée. La randonnée permet de se connecter avec la nature et Gigi de Taïwan l'a fait d'une manière unique en randonnant en bikini. Elle était connue pour avoir gravi les plus hauts et difficiles sommets de Taïwan. Son défi de l'Organisation des Nations Unies après un pari perdu est vite devenu sa marque de fabrique. Alors qu'elle gagnait des fans pour son audace et son amour de l'aventure, son approche unique a suscité la controverse, les critiques arguant que la randonnée en bikini était risquée et irresponsable, surtout dans des conditions météorologiques froides. On disait aussi que Gigi se changeait en bikini au sommet et partageait ses photos en ligne. Malgré les critiques, Gigi est restée passionnée par la randonnée et a continué à poursuivre son amour des montagnes. Elle voyait son bikini comme un symbole de liberté et de joie après avoir accompli quelque chose de difficile, mais son histoire a pris un tournant tragique. Le 11 janvier 2019, Gigi s'est lancée dans une autre randonnée dans le parc national de Yushan à Taïwan. C'était plus qu'une simple promenade. Elle allait tenter une ascension en solo d'une section très reculée et difficile du parc. Pour vous donner une idée, le parc abrite certains des plus hauts sommets de Taïwan et le terrain est escarpé, accidenté et imprévisible. Pour aggraver les choses, une source a affirmé que Gigi s'est écartée sans permis officiel sur un sentier non autorisé et dangereux que ni elle ni ses compagnons de randonnée n'avaient jamais tenté. Avant de repartir, Gigi a consulté un prévisionniste météo qui lui a informé que le ciel serait dégagé le 18e et le 19e, qui semblaient être les 2 jours les plus difficiles de son voyage. Le premier de ces jours, juste avant qu'elle prévoyait de se séparer sur le sentier régulier, descendant la face nord-ouest de la montagne Jupin, un sommet de 10 223 pieds, elle a posté une photo sur Facebook, une couverture de nuages légendés célébrant aujourd'hui. Le 19e, en traversant le sentier historique de Batanguan et après avoir atteint une altitude de 8000 pieds et prévu de descendre à 5000 pieds, elle a glissé et est tombée dans un ravin de 65 pieds de profondeur. Gigi était grièvement blessée et immobilisée. Elle a rassemblé ses forces et a utilisé son téléphone satellite pour alerter un ami de sa situation et de sa localisation. Les efforts de sauvetage ont subi des retards significatifs. Malgré son message de détresse, sa localisation exacte restait difficile à déterminer. Elle faisait de la randonnée seule, ce qui a compliqué la situation. Quand ses amis ont signalé sa disparition, les autorités ont mis du temps à lancer une recherche. Le temps ce jour-là a également joué un rôle désastreux. Les chercheurs n'ont pu accéder au site à cause de la neige abondante et des vents violents. Hélas, le terrain accidenté et l'absence de Global Positioning System obligèrent les sauveteurs à se fier à des cartes obsolètes et des hypothèses sur sa localisation. Ils ont continué à chercher pendant 2 longs jours, et le matin du 21 janvier, ils l'ont trouvé. Gigi était allongée sur le dos avec les yeux fermés et des particules de sang gelées autour de la bouche. Pas de respiration, pas de pouls, la peau froide au toucher. Son sac à dos a été retrouvé à proximité, contenant un téléphone satellite et un portable, et une lampe de poche attachée au poignet gauche. Tous ces détails ensemble ont montré que Gigi était morte d'hypothermie, et c'est là que son histoire devient le pire cauchemar de chaque randonneur. L'hypothermie est quelque chose qui peut vous surprendre lorsque vous êtes en montagne, surtout en hiver. Cela se produit lorsque votre corps perd de la chaleur plus rapidement qu'il ne peut en produire. Et avant que vous ne le sachiez, vous perdez la coordination. Vous ne pouvez pas penser clairement. Et finalement, vous perdez connaissance.
Pour Gigi, être coincé dans ce ravin, blessé et seul, dans des températures glaciales, était le cauchemar de la randonnée. Personne n'imagine partir à l'aventure et ne pas rentrer à la maison. Alors pourquoi cette histoire est-elle si controversée? Cela revient à la chose du bikini. Après la mort de Gigi, les médias ont explosé avec des titres sur la grimpeuse en bikini et beaucoup de gens ont immédiatement remis en question ses choix. Certains l'ont blâmé pour son insouciance, suggérant que sa passion pour le bikini a contribué à sa chute d'une façon ou d'une autre, ou son incapacité à survivre. D'autres ont tiré des conclusions hâtives sans vraiment comprendre l'ensemble de la situation, faisant de son histoire plus une question de vêtements que de la tragédie elle-même. Mais voici le truc. Gigi ne portait pas de bikini lors de sa chute. Elle portait une tenue de randonnée appropriée qui n'a pas causé sa mort. La randonnée est dangereuse pour tous les niveaux d'expérience. Des accidents peuvent survenir à quiconque. Mais à cause de ses photos en bikini, son histoire a été transformée en quelque chose de sensationnel et la controverse a éclipsé le véritable problème, les dangers de la randonnée en solo dans des zones reculées, où l'aide pourrait ne pas arriver à temps en cas de problème. L'histoire de Gigi comporte des éléments de surprise et de doute. Premièrement, elle faisait une randonnée en solo dans l'un des parcs les plus ardus de Taïwan, où les randonneurs savent qu'ils doivent redoubler de prudence. De plus, l'angle du bikini a transformé une tragédie personnelle en un cirque médiatique. Et enfin, le fait déchirant que Gigi était si proche du sauvetage, mais pas assez proche. Vous voyez, elle a réussi à appeler à l'aide en expliquant sa blessure et en fournissant sa localisation, mais le mauvais temps et le terrain escarpé ont aggravé les choses. Les hélicoptères n'ont pas pu l'atteindre immédiatement, forçant les équipes à tenter le voyage dangereux à pied. Lorsqu'ils sont arrivés plus de 40 heures plus tard, l'hypothermie a eu le dernier mot. Son histoire est un rappel que peu importe à quel point vous êtes préparé, les montagnes s'en fichent. Elles peuvent être belles et mortelles à la fois. L'histoire de Gigi, bien qu'incroyable, n'est pas la seule qui a fait s'interroger sur comment les choses ont pu si mal tourner. Géraldine Larguet est une infirmière à la retraite qui s'est mise à parcourir le sentier des Appalaches, mais ce qui lui est arrivé hante encore les randonneurs à ce jour. Géraldine, ou Jerry comme l'appelait un de ses amis, a toujours aimé la nature. Originaire du Tennessee, elle a eu une vie plutôt ordinaire. Elle a travaillé comme infirmière pendant des années. Elle avait un mari et une fille. La randonnée n'était pas quelque chose qu'elle faisait professionnellement, mais elle en avait une passion, même dans la soixantaine, et elle faisait toujours de la randonnée avec son amie Jane Lee. Jerry et Jane Lee se sont rencontrés en 2011 et se sont rapidement liés grâce à leur passion commune pour la randonnée. Plus ils passaient du temps ensemble sur les sentiers, plus leur amitié se renforçait. Ils ne se contentaient pas de parcourir des kilomètres, mais composaient également des haïkus, une forme courte de poésie originaire du Japon. Cela a transformé leur randonnée en une expérience créative et joyeuse, qui a également capturé leur sens de l'humour. Les deux femmes étaient dans la soixantaine et formaient une excellente équipe de randonnée. Jane, la navigatrice la plus confiante, complimentait l'enthousiasme, la résilience et parfois la désorientation de Jerry. Elles ont affronté de nombreuses randonnées et parcouru des kilomètres ensemble. Comme beaucoup qui rêvent d'aventure à la retraite, Jerry a jeté son dévolu sur l'Appalachian Trail, ou l'Appalachian Trail comme l'appellent les randonneurs. Comme beaucoup de randonneurs qui se voient attribuer des surnoms, Jerry avait le sien, Inchworm. Je sais que ça sonne drôle. Elle a reçu ce surnom à cause de sa lente randonnée. Maintenant tu comprends. Pour ceux qui ne le savent pas, le sentier des Appalaches n'est pas une blague. Il s'étend sur plus de 2000 miles, de la Géorgie au Maine, et il faut une détermination sérieuse pour le terminer. La plupart des randonneurs le font en sections, d'autres d'un seul coup, appelée une randonnée continue. Jerry a décidé qu'elle relèverait le défi, petit à petit, comme le suggérait son surnom. Bien que non experte, Jerry n'était pas une randonneuse débutante. Elle avait déjà fait plusieurs sections du sentier auparavant et était bien préparée pour ce voyage. Elle avait tout l'équipement nécessaire, des cartes et un téléphone portable pour les urgences. Mais l'histoire prend alors un tournant inattendu. En juillet 2013, Jerry et Jane faisaient de la randonnée sur une partie particulièrement isolée du sentier dans le Maine. Elle est réputée pour être l'une des sections les plus ardues en raison du relief accidenté et de l'isolement. Après une longue randonnée, Jane a dû s'absenter du sentier pour une urgence familiale.
Alors Jerry a décidé de continuer la randonnée seul, prévoyant de retrouver son ami un peu plus loin sur le sentier. Cependant, Jane s'est inquiétée pour Jerry, qui se perdait souvent facilement. Jerry a quitté un abri près de Poplar Ridge en direction du nord, et la peur de Jane s'est réalisée. À un moment donné ce jour-là, Jerry s'est égarée du sentier. Peut-être qu'elle s'est perdue en faisant une pause aux toilettes, ou peut-être qu'elle a perdu son chemin dans la dense forêt du Maine. Quoi qu'il en soit, Jerry s'est perdue. C'est là que les choses sont devenues vraiment terrifiantes. Imaginez faire de la randonnée en pleine nature, seul, pensant savoir où vous allez, pour réaliser que vous êtes perdu. Et pas seulement un virage raté, mais vraiment profondément perdu. Autour de vous, tout paraît pareil. Les arbres ressemblent à des versions copiées-collées les unes des autres. Vous êtes entouré de grands arbres qui font ressembler le jour à la nuit. Et bien sûr, vous n'avez aucune idée de comment revenir parce que vous ne savez pas d'où vous venez. C'était sa première randonnée en solo. Pour Jerry, c'était son pire cauchemar devenu réalité. Les heures se sont transformées en jours et l'inquiétude s'est transformée en panique. Jerry a tenté d'appeler à l'aide avec son portable, mais il n'y avait pas de réseau dans la zone. Elle a tout fait pour survivre. Elle est restée sur place, a construit un petit campement et a contrôlé sa nourriture. Elle a même envoyé des services de messages courts à son mari, espérant qu'il lui parviendrait. L'un d'eux disait, dans un certain pétrin, « Je suis sorti du sentier pour me soulager. Maintenant perdu. Pouvez-vous appeler le club de la montagne à Palachune pour voir si un responsable de sentier peut m'aider, quelque part au nord de Woods Road? Bisous, mais ce message, comme tous les autres, n'est jamais passé. » Maintenant, c'est là que la controverse intervient. La famille de Jerry l'a signalée disparue lorsqu'elle n'est pas apparue au point de rendez-vous, et une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Des dizaines de bénévoles, des hélicoptères, des chiens, tous à sa recherche. Mais pendant 2 semaines, ils n'ont rien trouvé. Et voici le truc. Jerry n'était qu'à quelques kilomètres du sentier. Ce n'est pas comme si elle s'était perdue à des kilomètres dans la nature. Elle était proche. Mais dans une forêt dense comme celle-ci, proche peut sembler à des millions de kilomètres. Les gens se demandaient pourquoi ils ne l'avaient pas trouvée plus tôt. La recherche n'était-elle pas assez approfondie? Comment une personne peut-elle disparaître totalement dans un endroit si fréquenté? Des questions subsistent encore sur son affaire. Malgré tous les efforts, les chercheurs n'ont pas suffisamment exploré la zone où elle avait installé son camp. Ils étaient si proches, mais ils l'ont manqué. Mais voici la partie qui me donne des frissons. En 2015, un forestier de la marine américaine a découvert ses restes à une courte distance du sentier. Ils l'ont trouvé dans la zone même que les chercheurs avaient fouillée plusieurs fois. Avec son corps, ils ont trouvé son journal, où elle avait consigné ses jours passés dans les bois. Son ultime entrée était poignante. Elle avait survécu pendant 26 jours, attendant un secours qui n'est jamais venu. Ainsi, durant plus de 2 ans, le sort de Jerry demeura inconnu. Elle semblait s'être volatilisée. Êtes-vous d'accord pour dire que le fait qu'elle se soit perdue dans une section aussi connue du sentier est presque incroyable et extrêmement déchirant? Elle était expérimentée, elle avait des cartes et elle n'était pas loin du sentier. Comment cela a-t-il pu se produire? Il y a ensuite la question des efforts de sauvetage. Ils étaient là massifs et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils l'ont manqué. Cela fait réfléchir. Combien d'autres randonneurs pourraient être là-bas, perdus et en attente, juste hors de portée des équipes de recherche? La mort de Jerry a suscité beaucoup de débats sur la sécurité sur l'Appalachian Trail. Certains ont dit qu'elle n'aurait pas dû faire de la randonnée seule, que c'était trop risqué à son âge. D'autres ont critiqué les équipes de recherche pour leur manque de rigueur. Et bien sûr, il y a le problème majeur de la technologie. Pourquoi n'y avait-il pas un meilleur service de téléphonie mobile dans une zone de randonnée aussi populaire? Un téléphone satellite ou une balise de localisation personnelle aurait-il pu la sauver? La vérité est que l'histoire de Jerry a soulevé plus de questions que de réponses. La prochaine histoire est la réponse à la théorie qui suggérait que l'âge était le facteur le plus important dans le cas de Jerry. En avril 2014, Chris Kramers et Lisanne Froon se sont lancés dans une aventure qui changerait tout. Chris Kramers était une étudiante néerlandaise de 21 ans, connue pour son esprit artistique et sa passion pour les causes sociales. Ayant grandi à Amersfoort, Utrecht, aux Pays-Bas, Chris était une personne réfléchie et empathique, dédiée à faire une différence positive dans le monde.
Après avoir obtenu son diplôme en éducation sociale culturelle, elle était impatiente d'élargir ses horizons, de s'immerger dans de nouvelles cultures et de contribuer au développement social. Ce désir d'aventure et de but l'a amenée à planifier un voyage au Panama où elle et son amie proche Lisanne Froon exploreraient, apprendraient l'espagnol et feraient du bénévolat avec les enfants locaux. Pour Chris, le voyage n'était pas seulement une question de voyage, mais de combinaison de son amour pour l'humanité et l'aventure. Lisanne Froon, 22 ans, partageait l'enthousiasme de Chris pour les voyages et le développement personnel, ce qui en faisait des compagnons idéaux pour ce voyage. Également originaire d'Amersfoort, Lisanne venait d'obtenir un diplôme en psychologie appliquée et était animée par un amour pour l'aventure et la nature. Énergique et déterminée, elle relevait les défis, que ce soit en randonnée dans la nature ou en se poussant vers de nouvelles expériences. Lisanne voyait le voyage au Panama comme une opportunité de découverte de soi et une façon d'embrasser la beauté du monde aux côtés de son ami proche, Chris. Ensemble, ils se sont lancés dans ce qui devait être une aventure qui change la vie, remplie d'excitation, d'apprentissage et de buts. Seulement quelques semaines avant de partir pour le Panama, Lisanne avait emménagé avec Chris dans une chambre de dortoir à Amersfoort et travaillaient ensemble dans un café-restaurant appelé Inden Klein App. Après 6 mois d'économie, ils ont planifié des vacances spéciales ensemble au Panama. Chris et Lisanne sont arrivés au Panama le 15 mars 2014. Ils ont exploré le pays pendant 2 semaines avant de s'installer à Boquete pour 1 mois, vivant avec une famille locale et faisant du bénévolat auprès d'enfants. Ils se sont éclatés en s'immergeant dans la culture et le peuple. Ils avaient leur routine de travail, de bénévolat, de sorties pour prendre des brunchs avec leurs amis, de randonnées et de simplement vivre les meilleurs jours de leur vie. L'une de ces randonnées était près de la zone nuageuse qui entourait le volcan Barú, sur le sentier El Pianista, qui n'était pas loin de Boquete. Le sentier se situait dans une région spectaculaire réputée pour ses forêts tropicales denses et ses montagnes majestueuses. Ils sont allés avec le chien de leur hôte. Ils étaient impatients et excités d'explorer et de découvrir. Mais en s'enfonçant dans la jungle, les choses ont tourné. Lors de la randonnée nocturne du 1er avril, la famille d'accueil a noté que quelque chose clochait. Leur chien était revenu, sain et sauf, seul, sans Chris et Lisanne. La famille d'accueil a fouillé les environs de leur maison, mais a décidé d'attendre le matin pour poursuivre correctement les recherches. Le lendemain matin, les femmes ont manqué un rendez-vous avec un guide touristique local qui devait les emmener faire une visite privée à pied de Boquete, ce qui a incité la famille d'accueil à alerter les autorités. La famille d'accueil et les villageois ont fouillé la forêt dans des zones légèrement boisées, mais leur recherche n'a donné aucun résultat positif. La famille d'accueil a alerté les parents de Chris et Lisanne de la situation actuelle de leurs enfants. Avant que leurs parents ne partent pour le Panama, ils ont signalé l'affaire à l'autorité néerlandaise qui a promis de leur fournir un soutien de sécurité adéquat. Et le 6 avril, leurs parents sont arrivés au Panama avec la police néerlandaise, des unités cynophiles et des détectives des Pays-Bas pour effectuer une recherche à grande échelle dans les forêts pendant 10 jours. Ils étaient accompagnés par la police locale du Panama qui était prête à contribuer avec leur aide maximale. Les parents n'étaient pas simplement satisfaits de l'aide des 2 gouvernements, ils sont allés plus loin et ont offert une récompense de 30 000 $ pour toute information menant à leur fille. Et n'importe quel parent aurait fait de même. Après quelques jours, une percée s'est produite. Le 8 avril 2014, les chercheurs ont trouvé un sac à dos le long du sentier qui contenait l'appareil photo de Lisanne et certains de leurs effets personnels. C'était le premier vrai signe qu'ils avaient. L'espoir a augmenté en apprenant que les femmes étaient encore en vie. Mais avec cet espoir est venue une réalité glaçante. Lorsque les autorités ont examiné les photos sur l'appareil photo de Lisanne, elles ont découvert des images qui révélèrent la réalité de leur situation. Les premières images dépeignent la joie, capturant la beauté de leur randonnée. Mais ensuite sont venues les photos glaçantes, des images d'elles effrayées, éclairées par une lampe de poche dans l'obscurité. Ça suffit pour vous donner des frissons, non? Qu'avait-elle vécu pendant ces jours perdus dans la nature sauvage? La seule pensée peut rendre n'importe qui mal à l'aise. Malgré les recherches en cours, le terrain de jungle dense a posé des défis aux autorités. C'est une chose de lire sur ces défis, mais pouvez-vous imaginer naviguer à travers des broussailles épaisses, des collines abruptes et un temps imprévisible? Les chercheurs faisaient de leur mieux, mais la jungle était impitoyable.
Les jours se sont transformés en semaines, et juste au moment où il semblait que la recherche atteignait une impasse, l'histoire a pris un autre tournant déchirant. En juin 2014, certains de leurs restes ont été découverts dans une zone reculée de la jungle. La nouvelle a bouleversé leurs familles et amis, qui gardaient espoir pour leur retour en sécurité. C'est ici que l'histoire prend un tournant glaçant. Les conditions entourant leur décès restent floues, laissant derrière elles un voile de confusion et de spéculation. Certains rapports suggèrent qu'ils auraient pu succomber aux éléments, tandis que d'autres proposent qu'un acte répréhensible aurait pu être impliqué. Le fait que leurs restes aient été retrouvés dispersés dans la nature, sans cause de décès claire, n'a fait qu'approfondir le mystère. Ce qui rend l'histoire de Chris et Lisanne encore plus troublante, ce sont les questions sans réponse concernant leur disparition. Pourquoi se sont-ils perdus en premier lieu? Y avait-il une raison pour laquelle ils ne pouvaient pas retrouver leur chemin? Y a-t-il eu des rencontres avec d'autres personnes pendant leur randonnée qui pourraient expliquer le drame? Si seulement les animaux pouvaient parler, le chien qui suivait ses deux amis aurait pu donner plus d'informations sur leur position. L'impact de la disparition de Chris et Lisanne sur la communauté des randonneurs a été profond. De nombreux randonneurs ont depuis partagé leurs expériences de randonnée en solo ou dans des zones reculées, sensibilisant à l'importance des précautions de sécurité. L'histoire de Chris Kramers et Lisanne Froon sert de rappel à la fois des joies et des risques de l'aventure. Pourtant, leur disparition tragique souligne l'importance d'être préparé, de rester prudent et de respecter les dangers de la nature sauvage. Cette dernière histoire est celle d'une mère et de sa fille qui ont fait de la randonnée sur la même chaîne de montagne que Jerry. Susan Clements, une mère de 3 enfants âgés de 53 ans, est partie en randonnée avec sa fille de 20 ans le mardi 25 septembre 2018. Elles faisèrent de la randonnée près de Clingmans Dome dans le parc national des Great Smoky Mountains, une zone connue pour ses vues à couper le souffle, son terrain accidenté et sa popularité auprès des randonneurs de tout le pays. Clingmans Dome, le point le plus haut du parc, s'élève à une altitude de 6643 pieds et attire d'innombrables visiteurs qui veulent découvrir les vues spectaculaires des montagnes des Appalaches. Suzanne connaissait bien la nature. Elle appréciait la sérénité et le défi que la randonnée offrait, faisant de cette randonnée une autre occasion de se rapprocher de sa fille et de profiter de la beauté naturelle de la région. Suzanne était une randonneuse expérimentée, sachant bien naviguer dans les sentiers des Smokies. Voici un aperçu rapide de cette chaîne de montagnes. Les Great Smoky Mountains sont une chaîne de montagnes à la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord, dans le sud-est des États-Unis. Ils sont une sous-chaîne des montagnes des Appalaches, composée de nombreux sentiers. Suzanne et sa fille ont jeté leur dévolu sur le sentier de Forney Ridge, qui mène du dôme de Clingman à Andrews Bald. C'est un sentier bien fréquenté, d'environ 1,8 miles de long, et une destination populaire pour sa grande prairie ouverte, offrant des vues panoramiques. Au fil de la journée, Suzanne et sa fille ont choisi de se séparer un moment. Suzanne a accepté de retrouver sa fille sur le parking à un quart de mile de là. C'était une courte distance et rien ne laissait présager que les choses tourneraient mal. Mais quand sa fille est arrivée au point de rendez-vous convenu, Suzanne n'était pas là. Ça arrive, non? Il n'est pas toujours garanti que les randonneurs arrivent à l'heure exacte. Mais alors que les minutes passaient et qu'il n'y avait aucun signe de Suzanne, la fille de Suzanne a rapidement signalé sa disparition aux responsables du parc. S'en est suivi l'un des plus grands efforts de recherche de l'histoire du parc national des Great Smoky Mountains. Au cours de la semaine suivante, plus de 125 personnes de recherche et de sauvetage, y compris des gardes du parc, des bénévoles, des unités K9 et même des hélicoptères équipés de technologies infrarouges, ont fouillé la zone à la recherche de Suzanne. Des drones ont été déployés pour couvrir le terrain accidenté et densément boisé, tandis que des équipes à pied peignaient méticuleusement les sentiers et les zones hors piste. Les Great Smoky Mountains sont magnifiques mais également très difficiles. La dense canopée de la forêt, les crêtes abruptes et les ravins profonds créent un paysage où il est facile de se désorienter. Même les randonneurs expérimentés peuvent vite se perdre. Le terrain, associé à des conditions météorologiques changeantes rapidement, a rendu la recherche d'autant plus difficile. La nuit, les températures en altitude peuvent chuter brutalement et les responsables du parc savaient que la survie de Suzanne dépendait de la retrouver avant que le froid ne fasse ses ravages.
Pendant des jours, la famille et les amis de Suzanne ont gardé espoir, s'accrochant à la possibilité qu'elle ait trouvé un abri et attendent d'être secourue. Les équipes de recherche ont travaillé sans relâche, élargissant leurs efforts pour couvrir des kilomètres de sentiers et de zones hors piste autour du dôme de Klingman et d'Andrewsbald. Des bénévoles des environs se sont joints à l'effort, déterminés à aider à ramener Suzanne à la maison. Toutefois, avec les jours défilant sans trace d'elle, l'espoir s'amenuisait. Le paysage accidenté et l'immensité de la zone donnaient l'impression que Suzanne avait disparu dans la nature. Malgré les efforts des équipes de recherche et de sauvetage, ils n'ont trouvé aucune trace d'elle. Le service du parc a souligné que le terrain autour du dôme de Klingman, bien que très fréquenté par endroits, devient extrêmement dangereux une fois que les randonneurs quittent les sentiers balisés. Avec des dénivelés abrupts, des sous-bois épais et aucun repère clair, il est facile de perdre son chemin, surtout si l'on est désorienté par la fatigue ou l'hypothermie. Enfin, le 2 octobre 2018, après 7 longs jours de recherche, le corps de Suzanne a été retrouvé. Ses restes ont été découverts dans une zone reculée à environ 2 miles à l'ouest du parking de Klingman's Dome, dans un ravin abrupt et densément végétalisé, connu sous le nom de Huggins Creek Drainage. Cet endroit était loin des sentiers principaux, dans une zone tellement envahie par la végétation que les chercheurs ont eu du mal à y entrer plus tôt. Une autopsie a révélé que Suzanne était morte d'hypothermie, tout comme le cas de Gigi que nous avons mentionné plus tôt. Alors que la température baissait et que la nuit tombait, son corps aurait peu à peu succombé au froid. Les responsables du parc ont conclu que Suzanne s'était probablement perdue après avoir quitté le sentier de Forney Ridge, se retrouvant dans un terrain accidenté et isolé où elle a finalement été retrouvée. La zone où elle se trouvait était difficile d'accès et on pense que la combinaison de température froide et du terrain difficile a conduit à sa mort tragique. Suzanne n'était pas la première personne à disparaître ou à mourir dans cette vaste et souvent impitoyable étendue sauvage. Son histoire a mis en évidence les dangers auxquels tout randonneur peut être confronté, en particulier dans des zones comme le dôme de Klingman, où le temps peut changer rapidement et les sentiers peuvent devenir déroutants. Le fait qu'elle ait été si proche du parking était un rappel glaçant de la rapidité avec laquelle les choses peuvent mal tourner dans la nature. Son cas a aussi ravivé le débat sur la sécurité en randonnée. L'histoire de Suzanne a alerté de nombreux randonneurs sur l'importance d'avoir l'équipement adéquat, même pour de courtes randonnées. Des fournitures d'urgence comme une carte, une boussole, un appareil Global Positioning System, des couches supplémentaires et une lampe de poche peuvent faire toute la différence lorsque les choses tournent mal. Chaque randonnée est un choix entre la vie et la mort. Dans les mois et les années qui ont suivi la mort de Suzanne, sa mémoire a été honorée par ceux qui continuent de randonner dans les grandes montagnes fumantes. Sa fin tragique souligne la beauté et le danger qui coexistent à l'état sauvage. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Soyez audacieux et courageux dans la vie.